Salut les amis, bienvenue dans ce point technique consacré à la caractéristique la plus spectaculaire de la gamme Tesla, j'ai nommé les portes Falcon. Lorsque Tesla a présenté son Model X en 2012, le public a été estomaqué par l'ouverture majestueuse des portes arrière du nouveau SUV de la marque d'Elon Musk. Pourtant, de multiples marques ont tenté, pour diverses raisons, de réaliser des ouvertures de portes originales. Voyons pourquoi des portières s'ouvrant vers le haut sont apparues. Beaucoup de connaisseurs de l'automobile attribuent la création des portes papillons à l'ingénieur Friedrich Geiger lorsqu'il dessine la 300 SL de compétition de chez Mercedes, et ce en 1953. C'était également mon cas jusqu'à il y a 5 minutes. En faisant des recherches pour cet épisode, je découvre avec stupeur que quelqu'un d'autre y avait pensé avant et qu'il s'agissait d'un Alsacien de surcroît. C'est quand même un comble pour le choucroute de garage. Dernière création de Jean Bugatti avant de se tuer lors d'un accident de la route, la Bugatti Type 64 coupé de compétition disposait déjà de porte-papillons en 1939. La mort de son créateur et la déclaration de guerre qui suivit interrompit le développement de l'auto et nul ne sait si elle a été réellement construite. Une équipe de passionnés a retrouvé les plans et documents permettant de reconstruire l'auto à l'identique telle qu'elle aurait dû être à l'époque. Finalement, c'est donc bien la Mercedes 300 SL qui est la première voiture à porte-papillon pour une voiture de série. Ouf, l'honneur est sauf. Friedrich Geiger avait un problème énorme à résoudre à ce moment-là. Il devait alléger un coupé de compétition, car la législation limitait la cylindrée des moteurs à 3 litres, donc la puissance. Pour aller plus vite, la voiture devait être plus légère. Les châssis classiques en échelle demandaient des tubes de grosse section pour être rigides, donc ils étaient forcément lourds. Geiger décida donc d'utiliser l'architecture birdcage, ou cage à oiseaux, inventée pour les avions. Autant ce design est adapté à une monoplace ou une barquette, autant elle posait un problème au niveau d'un coupé. La rigidité d'un tel châssis se retrouve en effet compromise si on pratique une ouverture trop grande dans la structure, et en particulier pour y mettre une portière. Geiger décide donc de faire des demi-portières, mais comme elles sont trop petites pour permettre un accès aisé, elles s'ouvriront vers le haut et emmèneront avec elles une partie du toit, permettant de libérer un accès plus facile. Ford utilisera plus tard une méthode différente mais moins pratique pour sa GT40 avec des demi-portes à ouverture classique mais qui emmènent également une partie du toit. La partie basse de la structure est ainsi préservée et sa rigidité n'en est que meilleure. L'autre auto emblématique équipée de ce type de portière est la DeLorean DMC-12 qui ne les adopte que pour des raisons esthétiques. Elle s'avère d'ailleurs lourde, peu fiable et peu pratique. En 1970, c'est au tour de Lamborghini d'innover avec la Countach et ses portes en élytre. Encore une fois, la structure du châssis est une des causes de l'ouverture originale, mais pas que. En effet, la Countach n'avait pour lunette arrière qu'une meurtrière toute symbolique et une rétrovision catastrophique. Faire une marche arrière avec une telle auto à une époque où caméra et radar de recul n'existaient pas relevait du cauchemar. La largeur du ponton et la position de la portière en position ouverte permettait au conducteur de sortir de la voiture, de s'asseoir sur le ponton et de manœuvrer tout en ayant la possibilité de jouer sur les pédales et le volant. Plutôt futé. Il existe bien d'autres façons d'ouvrir des portières, mais je vais m'arrêter là parce que sinon on en serait jusqu'à demain. À la lumière de l'expérience de DeLorean et de bien d'autres, pourquoi Elon Musk a-t-il voulu se lancer dans l'aventure des portes papillons ? Eh bien parce que les portes Falcon ne sont pas tout à fait des portes papillons ordinaire. Il s'agit d'un nouveau type d'ouverture et c'est ce que nous allons voir maintenant. Plusieurs constructeurs tentent de rendre pratiques les portes papillons afin de les intégrer dans leur modèle. Ces tentatives sont surtout motivées par le style. Certains constructeurs, comme General Motors, tentent d'articuler la porte suivant 2 axes, comme sur l'Aérovette de 1977. La seconde articulation se fait sous la vitre, évitant au panneau de porte de balayer vers l'extérieur lors de l'ouverture ou de la fermeture.
c'est censé la rendre plus pratique. Cela a pourtant le défaut de limiter l'ouverture au niveau du toit, ce dont Musk ne veut pas. En effet, les contraintes sont totalement différentes lorsque l'on parle d'un coupé sportif ou d'un SUV familial. Ayant de jeunes enfants, Musk pense à l'accès, à la mise en place de sièges bébés, ou simplement la facilité d'accès pour une personne à mobilité réduite. Pour le Model X, il déplace l'articulation au-dessus de la vitre. La cinématique de la porte permet alors d'ouvrir la porte avec un très faible dégagement latéral. Mieux, cette articulation permet une ouverture partielle praticable en cas de faible hauteur. Tous ces avantages réclament toutefois des réponses techniques pour fonctionner correctement. En premier lieu, il est impossible de réaliser une telle porte avec une ouverture manuelle. Cela nécessite une motorisation double, l'une pour l'articulation du toit et l'autre pour celle qui est au-dessus de la vitre, parce que sinon la portière raclerait sur la carrosserie. De plus, pour fonctionner de manière optimale et dans toutes les situations, la porte doit voir son environnement. Tesla a donc conçu les premiers capteurs ultrasoniques à fonctionner à travers une paroi en aluminium. Ça a été le premier défi technique, car en effet, on ne pouvait pas mettre des capteurs apparents, ça aurait été horrible. Le second défi a été la motorisation elle-même. Celle-ci devait être puissante pour mouvoir les lourdes portes, mais également compacte, et aussi légère que possible. Les motorisations ont pour effet d'élever le centre de gravité de la porte, donc de toute la structure. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'il serait très compliqué d'installer de telles portes sur une voiture thermique, car elle ne dispose pas de lest comme les batteries de la Tesla. Lors de la conception de la voiture, Musk s'en remet à une société suisse spécialisée dans les systèmes hydrauliques, appelée Urbinger. Il sait que les systèmes hydrauliques permettent de disposer d'une grosse puissance tout en installant les parties pesantes, comme les pompes, les distributeurs dans la partie basse de la voiture. C'est donc un système hydraulique qui équipe le prototype en 2012 lors de sa présentation. Annoncé début 2014, le modèle de série est retardé tout d'abord de 6 mois, pour des raisons financières. Tesla n'est pas au mieux de sa forme et se concentre sur le Model S et le déploiement des superchargeurs. Puis, Urbinger tarde à livrer des prototypes. Surchauffant et sujet à de nombreuses fuites, les prototypes de toute une série de configurations sont testés et rejetés par Tesla. Les choses vont de mal en pis et Musk est contraint d'annoncer un nouveau report pour la commercialisation. Les équipes techniques mettent à profit ce temps également pour améliorer le refroidissement des moteurs qui posaient alors problème lors de tests de traction, le Model X devant permettre de tirer de grosses charges. Mi-2015, la production n'est toujours pas lancée et Musk est excédé. Il annule le contrat d'Urbinger et met ses propres équipes sur le projet, avec un délai de 4 mois pour la mise en production. On peut être certain que les ingénieurs de Tesla avaient déjà probablement planché sur la question à leurs heures perdues, voyant que les prototypes échouaient les uns après les autres. Pour réussir leur coup, ils mirent tout simplement le système hydraulique à la poubelle et adoptèrent une architecture 100% électrique. L'utilisation de moteurs miniaturisés très puissants permis rapidement de faire fonctionner honorablement les portières. Je dis honorablement car lorsque la mise en production intervient, elles sont loin de donner entière satisfaction. Les ingénieurs n'ayant pas eu le temps d'effectuer tous les tests de fatigue et d'usure validant leur design, ils ont tout simplement limité la vitesse de manœuvre, afin de se donner une petite marge de sécurité. Alors que les premières voitures étaient livrées à leurs clients, les équipes techniques testaient les portes à plus grande vitesse pour évaluer la fiabilité des moteurs et du système de capteurs. Une fois rassurés, ils purent faire une mise à jour du système à distance de toute la flotte de Model X afin d'accélérer le fonctionnement des portes. Si elles sont parfois décriées ou mal utilisées, elles assurent toutefois de faire le spectacle à tout propriétaire de Model X lorsqu'il les utilise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route et à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut!